Bonjour et bienvenue dans la 4e vidéo de cette série sur le Deep Learning. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu toutes les fonctions mathématiques à connaître pour développer des neurones artificiels. Maintenant, avant d'implémenter toutes ces fonctions dans un programme, il nous reste à effectuer une étape très importante, celle de la vectorisation. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer de quoi il s'agit, pourquoi est-ce si important et comment effectuer cette étape. C'est parti! Pour commencer, voyons ensemble ce que signifie effectuer une vectorisation. En programmation, cela consiste à mettre nos données dans des vecteurs, des matrices ou des tableaux à n dimensions afin d'effectuer des opérations mathématiques sur l'ensemble de ces données. Par exemple, si vous voulez effectuer une multiplication sur tous les éléments d'une liste, vous devez en principe parcourir cette dernière à l'aide d'une boucle for pour traiter les valeurs les unes après les autres. Cependant, si vous vectorisez cette liste, c'est-à-dire que vous la transformez en un vecteur, alors vous pouvez directement multiplier ce vecteur par la valeur de votre choix, ce qui aura pour effet de transformer tous les éléments du vecteur en une seule opération. Dans les deux cas, nous obtenons donc le même résultat, à ceci près que la vectorisation nous offre un code plus simple à lire et plus rapide à exécuter, car on effectue une seule opération, contrairement au cas de la liste et de sa boucle for. De par ces deux avantages, et plus particulièrement le second, la vectorisation est une technique indispensable à connaître en machine learning et en deep learning. Car comme vous le savez, nous sommes amenés à manipuler de très grosses quantités de données dans ces domaines. Donc, au lieu de faire passer ces données les unes après les autres dans nos réseaux de neurones, répétant ainsi en boucle les mêmes calculs pendant des milliers de fois, eh bien, on préfère vectoriser les équations de notre modèle afin de pouvoir traiter toutes les données d'un seul coup. Cela nous fait économiser un temps de calcul inconsidérable. Dans cette vidéo, nous allons donc voir comment réécrire sous forme matricielle toutes les équations que l'on a vues dans les dernières vidéos, mais pour y arriver, il va falloir maîtriser les bases du calcul matriciel. C'est pourquoi je vous propose de faire un petit rappel à ce sujet avant de se lancer dans nos calculs. Alors, pour faire simple tout en restant le plus correct possible, les matrices sont des tableaux à 2 dimensions dont on se sert pour résoudre facilement et rapidement une grande quantité de problèmes mathématiques. Que ce soit des problèmes d'algèbre linéaire, d'optimisation, de géométrie ou même de modélisation en physique. Pour prendre un exemple, le système d'équations suivant peut être résolu très facilement à l'aide de matrices. Tout ce qu'il s'agit de faire, c'est de le traduire sous forme matricielle, puis d'isoler le vecteur x, y, z en passant la matrice coefficient de l'autre côté de notre équation. Dans le cadre du deep learning, il y a 3 opérations que vous devez absolument connaître sur le calcul matriciel. Les additions et les soustractions, les transposés et les multiplications. Pour commencer, voyons ensemble les additions et soustractions. La règle est simple, pour additionner ou soustraire 2 matrices, il faut qu'elles aient les mêmes dimensions, c'est-à-dire le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. De cette manière, on peut additionner ou soustraire chaque matrice, élément par élément. La seconde opération à connaître, c'est la transposée, que l'on note grand T. Il s'agit d'une opération qui consiste à faire pivoter la matrice sur sa diagonale, ce qui a pour effet d'interchanger ses dimensions. Le nombre de lignes devient le nombre de colonnes, et vice-versa. C'est une opération très courante en algèbre linéaire et on s'en servira un peu plus tard dans cette vidéo, vous verrez pourquoi. Pour finir, la 3e opération importante à connaître, c'est celle de la multiplication matricielle.
Alors là, la règle est un petit peu plus sophistiquée. En fait, quand on multiplie ensemble deux matrices, on ne le fait pas élément par élément, comme pour l'addition et la soustraction. À la place, on effectue une combinaison linéaire entre les lignes de la matrice de gauche et les colonnes de la matrice de droite. Je vous explique. Pour commencer, il faut que le nombre de colonnes de la matrice de gauche soit égal au nombre de lignes de la matrice de droite. Pour s'en rappeler, l'astuce, c'est de noter les dimensions sous vos matrices et de vérifier que les nombres qu'on retrouve au centre soient identiques. Si c'est bien le cas, alors vous pouvez multiplier ces deux matrices ensemble, ce qui donne un résultat dont les dimensions sont égales à ce qui nous reste sur le côté. Ensuite, pour calculer les termes de cette matrice, c'est simple. Rappelez-vous ce que je vous disais. Il s'agit d'une combinaison linéaire entre les lignes de la matrice de gauche et les colonnes de la matrice de droite. Donc, pour calculer le terme situé à la première ligne, première colonne, on va combiner la première ligne de la matrice A avec la première colonne de la matrice B, comme ceci. Ensuite, pour calculer le terme situé à la première ligne, deuxième colonne, on va combiner la première ligne de la matrice A avec la deuxième colonne de la matrice B. Et ainsi de suite, vous comprenez l'idée. Alors, pour bien maîtriser tout ça, le mieux, c'est de vous entraîner. C'est pourquoi je vous laisse quelques calculs à résoudre sur cet écran. Vous pouvez mettre sur pause, car les réponses s'afficheront dans quelques secondes. Et voilà, maintenant que vous maîtrisez les bases du calcul matriciel, il est temps de voir comment vectoriser toutes les équations que l'on a vues dans les dernières vidéos. C'est parti! Alors, c'est parti pour la vectorisation de nos équations. À la base, nous disposons donc d'un dataset que l'on va vectoriser pour obtenir une matrice grand X de dimension m fois n et un vecteur y de dimension m fois 1. Par convention, on dit que m représente le nombre de données et n le nombre de variables de notre dataset. D'ailleurs, dans cette vidéo, on va dire que n est égal à 2. La première chose à faire, c'est donc de transformer notre matrice X de façon à obtenir un vecteur grand Z qui contient les valeurs petit z associées à chaque donnée. La valeur Z1 pour la première donnée, Z2 pour la deuxième, etc., etc. La question c'est donc comment faire pour calculer ce vecteur grand Z ? Eh bien la réponse est simple. À l'heure actuelle, nous connaissons la fonction z de x1, x2 qui permet de calculer la valeur zi pour n'importe quelle donnée i. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est utiliser cette fonction afin de remplacer chaque élément petit z de notre vecteur par l'expression qui lui est associée. Maintenant, dans le résultat que l'on obtient, qu'est-ce qu'on retrouve ? Eh bien, si on ouvre l'œil, on trouve en fait la matrice grand X qui est multipliée à un vecteur W, ce qui nous donne donc bien le produit matriciel W1 X1 plus W2 X2, et le tout est additionné à un vecteur petit b. Au niveau des dimensions, on a donc une matrice de dimension m,2 que l'on multiplie à un vecteur de dimension 2,1, ce qui nous donne un résultat de dimension m,1, et ce résultat, on l'additionne au vecteur b, qui est lui aussi de dimension m,1. Et voilà donc comment réécrire la fonction z sous forme matricielle. Grand Z est égal à x fois w plus b. Alors, dans la pratique, le vecteur b étant rempli de bout en bout de la même valeur, on pourra en fait le remplacer par un nombre réel, petit b, et cela n'affectera absolument pas nos calculs grâce au mécanisme de broadcasting. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, je vous invite à consulter ma vidéo à ce sujet. À présent,
nous allons voir comment faire pour transformer ce vecteur grand Z en un vecteur grand A. Pour ça, on va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire partir de la fonction d'activation que l'on connaît à l'heure actuelle, A de I égale sigma de Z de I, et nous allons remplacer chaque terme du vecteur A par cette fonction. On obtient donc le résultat suivant, duquel on peut extraire la fonction sigma comme ceci. Au final, on peut donc écrire que le vecteur grand A est égal à la fonction sigma dans laquelle on fait passer le vecteur grand Z. Tout simplement. Voilà, avec ça, nous avons vectorisé toutes les équations qui forment notre modèle. À présent, nous allons voir comment vectoriser notre fonction coût. Donc, on se le rappelle, le but de la fonction coût, c'est de calculer l'erreur globale du modèle en faisant la somme de toutes les erreurs individuelles entre A et Y. Nous, ce qu'on voudrait faire, ça serait de vectoriser cette équation afin de comparer directement le vecteur grand A au vecteur Y. Et vous allez voir, c'est en fait très simple à faire, car nous pouvons directement insérer ces deux vecteurs dans notre équation telle qu'elle est écrite à l'heure actuelle. On a donc d'un côté le produit entre le vecteur Y et le log du vecteur A, mais attention, il s'agit non pas d'un produit matriciel, mais simplement d'un produit ligne par ligne. Et de l'autre côté, nous avons un produit assez semblable, ce qui nous donne au final un très grand vecteur de dimension m fois 1, dont on effectue la somme élément par élément, puisque dans cette fonction, je vous rappelle que nous avons une somme pour i allant de 1 à m. Le résultat de tout ce calcul nous donne donc un nombre réel et non pas un vecteur, ce qui est logique vu que la fonction coût nous donne un coût, c'est-à-dire une mesure de l'erreur de notre modèle. Et voilà donc comment vectoriser notre fonction coût. Pour finir, il ne nous reste plus qu'à vectoriser les formules de la descente de gradient. À l'heure actuelle, nous avons 3 formules pour mettre à jour les 3 paramètres du modèle, à savoir W1, W2 et B. Sauf que tout à l'heure, nous avons créé un vecteur grand W qui contient déjà les paramètres W1 et W2. Donc ce qu'on va faire, plutôt que de modifier W1 et W2 séparément, c'est de modifier le vecteur grand W d'un seul coup. Alors pour ça, on va mettre les 2 lignes ici présentes dans un vecteur. Et ce vecteur, on va pouvoir lui-même le découper en plusieurs parties, car on y retrouve le vecteur grand W, encore une fois, ainsi qu'un facteur alpha qui est multiplié à un autre vecteur qu'on appelle le jacobien et qui contient nos différents gradients. Donc, on peut résumer tout ça en écrivant que grand W est égal à grand W moins alpha fois le jacobien. Maintenant, en ce qui concerne le paramètre B, nous n'avons pas besoin de vectoriser cette équation, parce qu'on a vu tout à l'heure que le paramètre B pouvait en fait être assimilé non pas à un vecteur, mais à un nombre réel. Donc, on peut tout simplement dire que B est égal à B moins alpha fois la dérivée partielle de L par rapport à B. Tout cela nous donne donc les 2 équations à implémenter pour réaliser notre descente de gradient. Mais notre vectorisation ne s'arrête pas là, parce qu'il nous reste une dernière chose à voir, c'est nos 2 gradients, d rond L sur d rond W et d rond L sur d rond B. Alors commençons par le premier, d rond L sur d rond W. On sait donc qu'il s'agit d'un vecteur qui contient toutes les dérivées partielles de L par rapport à chaque paramètre W de notre modèle. Ici, nous en avons 2, W1 et W2, ce qui nous donne un vecteur de dimension 2,1. Alors, pour développer ce vecteur, nous allons remplacer chaque ligne par son expression. Dans la dernière vidéo, on a calculé à quoi était égal d rond L sur d rond W1 et d rond L sur d rond W2. Ça nous donne donc le résultat suivant, duquel nous pouvons extraire le facteur 1 sur m et développer la somme
que l'on a à l'intérieur. Et là, dans ce qu'on obtient, on observe quelque chose de très intéressant. Car si on ouvre bien l'œil, on trouve en fait la matrice grand X, qui est cette fois-ci transposée. Et cette matrice, elle est multipliée à la différence entre le vecteur A et le vecteur Y. Au niveau des dimensions, on a donc un produit matriciel entre d'un côté la matrice transposée de X qui est de dimension 2,m et d'un autre côté un grand vecteur qui est de dimension m,1, ce qui nous donne un résultat de dimension 2,1, comme ce que l'on est censé obtenir pour notre jacobien. On peut donc écrire que d rond L sur d rond W est égal à 1 sur m fois la transposée de x multiplié par a moins y. Et voilà pour le gradient d rond L sur d rond W. À présent, voyons ce qu'il en est pour le gradient d rond L sur d rond B. Alors contrairement au précédent, ce gradient n'est pas un vecteur, puisque le paramètre B est un nombre réel. Donc, la dérivée de la fonction L par rapport à ce paramètre nous donne également un nombre réel. Dans la dernière vidéo, nous avons vu que la formule pour calculer ce gradient était la suivante, c'est-à-dire 1 sur m fois la somme des différences entre a et y. Eh bien, ce qu'on va pouvoir faire, c'est directement insérer le vecteur a et le vecteur y, un peu comme ce qu'on avait fait tout à l'heure pour la fonction coût. Car on le voit, en combinant ces deux vecteurs ensemble et en faisant la somme de tout le vecteur, ça nous donne un nombre réel, comme ce qu'on est censé obtenir. Et voilà donc comment vectoriser le gradient de B. Il suffit de faire la somme de la différence entre nos deux vecteurs. Cela conclut donc la vectorisation de nos équations. Alors dans cette vidéo, nous avons fait tout ça sur un dataset comprenant deux variables, x1 et x2. Mais ce qui est absolument génial, c'est qu'on peut en réalité utiliser toutes ces équations sur autant de variables que nécessaire. Par exemple, si notre dataset comprend 10 variables, x1, x2, x3 jusqu'à x10, eh bien tout ce que nous avons à faire, c'est de générer un vecteur W qui comprenne 10 paramètres, W1, W2 jusqu'à W10, et cela nous permet alors d'utiliser toutes nos équations sans avoir à les modifier. En effet, pour calculer le vecteur grand Z, on continuera d'effectuer le produit matriciel x fois W plus B. Ça nous donnera donc une matrice de dimension m,10 multipliée à un vecteur de dimension 10,1, ce qui nous donne un vecteur Z de dimension m,1. Ensuite, pour calculer le vecteur A, comme tout à l'heure, on passera le vecteur Z au sein de la fonction d'activation. Pour notre fonction coût, rien n'a changé. Et concernant les gradients, eh bien, au lieu de mettre à jour un vecteur W qui comprenne seulement deux paramètres, W1 et W2, eh bien, on mettra à jour un paramètre W qui comprend les 10 paramètres, de W1 jusqu'à W10. Et bien sûr, n'oublions pas le gradient, d rond L sur d rond W, celui-ci sera toujours égal à 1 sur m fois la transposée de x, qui sera donc de dimension 10,m, multiplié par a moins y, qui est de dimension m,1. Le tout produisant donc un résultat de dimension 10,1, comme ce que l'on est censé obtenir. Voilà donc pourquoi il était si important de vectoriser toutes nos équations. Cela permet d'une part de traiter toutes nos données en une seule opération, sans avoir à passer par des boucles for, mais aussi de traiter des problèmes avec autant de variables que nécessaire. Et voilà, maintenant qu'on a toutes ces équations, eh bien il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est de les implémenter dans NumPy afin de développer notre premier programme de neurones artificiels. Si vous voulez, vous pouvez déjà essayer de votre côté et je vous réserve la solution dans la prochaine vidéo. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ainsi qu'un commentaire, même si c'est pour poser des questions, ça j'y réponds toujours. Si vous désirez soutenir mon contenu, vous pouvez le faire via la plateforme Tipeee,
J'ai aussi récemment ouvert une page Utip, tout est dans la description de la vidéo. Et bien sûr, vous êtes les bienvenus dans notre communauté Discord pour échanger sur des questions techniques, d'emploi ou toute autre sorte de choses en rapport avec le machine learning. Voilà, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.